Les hypothyroïdies de l'enfant, un cours destiné aux étudiants de deuxième année du deuxième cycle des études médicales. Tout d'abord, voici les objectifs. Établir le diagnostic positif d'une hypothyroïdie chez l'enfant en fonction de son âge en se basant sur les données cliniques et paracliniques. Reconnaître à l'aide d'examens paracliniques les formes étiologiques des hypothyroïdies de l'enfant. Planifier le traitement et les éléments de surveillance clinique et biologique d'une hypothyroïdie chez l'enfant et préciser les risques encourus en cas de diagnostic tardif d'une hypothyroïdie de l'enfant. Comme introduction, le développement normal nécessite des structures hypothalamo-hypophysaires qui fonctionnent correctement, une glande thyroïde qui soit fonctionnelle de façon normale, avec des interactions fonctionnelles entre ces différents niveaux. Donc, les hormones thyroïdiennes assurent le développement cérébral de l'enfant durant la période fœtale et jusqu'à l'âge de 3 ans, puis la croissance en taille après la naissance, et elles ont un rôle dans le métabolisme durant toute la vie. Une hypothyroïdie non reconnue et non traitée dans les mois qui suivent la naissance a des conséquences irréversibles sur le développement intellectuel. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Sa clinique elle est variable selon la présentation et selon l'âge, mais sa prise en charge elle est bien codifiée grâce à l'élaboration de consensus et bien sûr en insistant sur l'intérêt crucial de la prévention grâce au dépistage néonatal. Donc l'hypothyroïdie de l'enfant peut être congénitale et à ce moment-là, elle aurait une révélation néonatale ou acquise pendant l'enfance et l'adolescence. Elle pourrait être primaire quand il s'agit d'un problème qui va toucher la thyroïde en elle-même ou secondaire, c'est-à-dire centrale quand le problème il est plutôt au niveau hypothalamo-hypophysaire. Et vous voyez sur ces schémas qu'une hypothyroïdie primaire ou périphérique donc, traduit une diminution de la production par la glande thyroïde d'hormones thyroïdiennes, la levée du feedback donc, négatif et donc une élévation de la TSH. Par contre, une hypothyroïdie centrale, donc, elle se manifeste par une diminution de la sécrétion hypophysaire de TSH et donc une diminution de la production des hormones thyroïdiennes. Donc nous commençons par l'hypothyroïdie congénitale. Sur le plan épidémiologique, l'hypothyroïdie primaire aurait une prévalence de 1 sur 3500 nouveau-nés. C'est la principale cause évitable de retard mental. Il s'agit de l'anomalie congénitale endocrinienne la plus fréquente dans les pays industrialisés. Elle a une prédominance féminine avec un sexe ratio à 2,7 et il y a plus de malformations associées que dans la population générale, 8,2% versus 2,5%. Et en France, donc, le dépistage néonatal systématique a été mis en place depuis 1974. Pour ce qui est de la pathogénie, pour les hypothyroïdies congénitales permanentes, donc une hypothyroïdie primaire peut être secondaire soit une dysgénésie thyroïdienne, c'est 85% des cas, ou à une glande en place avec une anomalie de l'hormonosynthèse ou l'hormonogenèse, c'est 15% des cas. Parmi les anomalies de dysgénésie thyroïdienne, il peut s'agir d'une ectopie dans 70% des cas, d'une athyréose dans 25% des cas, ou d'une hypoplasie ou une hémithyroïde dans 5% des cas. Pour les hypothyroïdies centrales, elles auraient une incidence beaucoup plus faible, de l'ordre de 1 sur 50 000 naissances, et elle traduit un déficit bien sûr hypophysaire. Reste à évoquer aussi les hypothyroïdies périphériques, donc quand il s'agit d'une anomalie de l'action des hormones thyroïdiennes, c'est des entités qui sont beaucoup plus rares. Alors sur le plan clinique, donc face à un enfant donc, qui présente une hypothyroïdie, il va falloir donc mener l'étape clinique, bien sûr, qui va commencer par l'interrogatoire, en précisant la notion de consanguinité, les antécédents familiaux d'hypothyroïdie congénitale, la notion d'hypothyroïdie chez la mère, la notion d'exposition à des composés riches en iode comme les produits de contraste radiographique iodés, l'examen clinique dans les hypothyroïdies congénitales à révélation précoce, donc il est rarement évoqué devant les petits signes retrouvés. Donc le diagnostic, il est rarement évoqué
fragilité devant les petits signes qui sont retrouvés dès la naissance. C'est une taille de naissance qui est parfois inférieure à la normale, contrastant avec un poids élevé, donc un bébé qui est plutôt macrosome. La persistance du lanugo, un hirsutisme dorso-lombaire, le cerne bleuâtre périlabial et périnarinaire, un élargissement des fontanelles antérieures et postérieures ou un ictère néonatal prolongé dont la durée va dépasser les 8 jours. Et il faut savoir qu'à J9, il y a très peu de signes et donc en France, en fait, le diagnostic avant le dépistage était fait donc, durant cette période dans 1 à 4% des cas. Le tableau clinique devient évident au cours des 2 ou 3 premiers mois avec une macroglossie qui va engendrer des troubles de la succion, des difficultés respiratoires avec une respiration nasale bruyante, une rossité du cri par infiltration myxodémateuse des cordes vocales et du larynx, une hypotonie musculaire abdominale avec une hernie ombilicale, une fontanelle antérieure très large, des troubles digestifs avec une anorexie, une constipation, un comportement anormal, c'est un enfant qui est trop sage, qui pleure pas, qui dort trop bien, qui s'endort lorsqu'il tète, ou une stagnation pondérale et surtout staturale. Et voici une photo qui vous montre donc les signes qu'on vient de décrire avec la macroglossie, le visage infiltré, le ballonnement abdominal avec une hernie ombilicale. À la fin du 3e mois se trouve réalisé ce qu'on appelle le tableau du myxodème congénital précoce qui va associer un retard statural disharmonieux, une brachyscélie avec un poids excessif pour la taille, une dysmorphie faciale par immaturité de l'étage moyen avec faciès infiltré et macroglossie, des lèvres entr'ouvertes avec un nez encellé à la base épaissi à son extrémité, un abdomen distendu, une peau infiltrée et épaissie, des anomalies cutanées avec une peau sèche, épaissie et infiltrée, peu colorée et un retard des acquisitions psychomotrices. Dans l'hypothyroïdie congénitale d'origine centrale, il va falloir donc chercher à l'examen des manifestations des déficits hormonaux associés, tels qu'une hypoglycémie, un micropénis, une cryptorchidie, une cholestase, des malformations de la ligne médiane avec une fente palatine, une fente du palais ou une hypoplasie du nerf optique. Et pour les hypothyroïdies congénitales à révélation tardive, quand le diagnostic n'est pas fait au-delà de l'âge de 2 ans, ça correspond le plus souvent, bien sûr, c'est l'apanage des ectopies thyroïdiennes. Parfois, c'est un tableau d'une hypothyroïdie franche et le plus souvent, c'est des signes d'insuffisance thyroïdienne discrets et ou isolés. Le signe essentiel, c'est le retard statural à vitesse de croissance ralentie, classiquement disharmonieux, avec une brachyscélie et une hypertrophie de certaines masses musculaires, surtout au niveau des mollets. Plus rarement, c'est une baisse du rendement scolaire, une frilosité, une constipation récente, une dépilation ou une infiltration discrète. Alors, pour les examens complémentaires, les buts, c'est d'affirmer l'insuffisance thyroïdienne et de mettre en évidence son mécanisme étiologique. Les examens biologiques, il s'agit des dosages hormonaux de la forme libre donc des hormones thyroïdiennes, la FT3 et la FT4, qui sont abaissées. En pratique, le plus souvent la FT4, la FT3 elle est rarement pratiquée. Et bien sûr, le dosage de la TSH ultrasensible qui est élevé s'il s'agit d'une hypothyroïdie congénitale primaire, donc avec des taux qui dépassent les 10 micro-unités par millilitre, ou elle est normale ou basse quand il s'agit d'une hypothyroïdie congénitale centrale. Les autres examens, on peut demander la recherche d'anticorps antithyroïdiennes et d'anticorps bloquants chez l'enfant et chez sa mère, le dosage de la thyroglobuline en présence d'un goitre important, l'iodémie si on suspecte un excès en iode et l'iodurée sur une miction si on suspecte une carence iodée. Donc c'est des examens qu'on va demander bien sûr en fonction de l'orientation étiologique. Il y a d'autres perturbations biologiques qui accompagnent une hypothyroïdie. Il s'agit de l'anémie, de l'hypercholestérolémie qui est retrouvée dans 50% des cas, des phosphatases alcalines sériques basses et parfois une hypercalcémie. Pour les examens radiologiques, donc le but c'est de mettre en évidence un retard de la maturation osseuse qui est constant et intense.
à la naissance. Donc, il y a les points fémoraux inférieurs, c'est le point de Béclar, et tibiaux supérieurs, c'est les points de Todd, qui sont absents ou fragmentés, qui attestent de la dysgénésie épiphysaire qui est pathognomonique. Elle est bilatérale et symétrique. Elle affecte les points d'ossification des extrémités fertiles des os glands, surtout les petits os du carpe et du tarse, en particulier le cuboïde. Et vous voyez sur donc cette image, donc des images donc bien sûr de points d'ossification qui sont normaux. Là il y a une diminution de la taille, là il y a un point qui est absent, et là vous voyez qu'il y a 2 points qui sont absents. Donc toujours devant une suspicion d'hypothyroïdie congénitale, il faut pratiquer une radiographie du genou. Et vous voyez là sur les radiographies du crâne, ce ne sont pas des radiographies de pratique courante, on fait plutôt et surtout les radiographies du genou, mais si elles sont faites, elles vont montrer une condensation des os de la base du crâne avec des sutures qui sont larges, des fontanelles qui sont ouvertes. Plus tard, on va avoir un retard de l'âge osseux, et typiquement, on va avoir un âge osseux qui est inférieur à l'âge chronologique et inférieur à l'âge statural. Et après 2 ans, on va estimer l'âge osseux grâce à la méthode de Grelich-Peil, c'est la radiographie de la main et du poignet gauche. Et vous voyez sur les radiographies du bassin la dysgénésie épiphysaire avec un aplatissement de la tête fémorale et une déformation en coxa vara. Alors pour ce qui est des examens complémentaires à visée étiologique, donc il faut savoir que tout d'abord, elles ne sont pas indispensables pour la mise en route du traitement, puisque l'hypothyroïdie congénitale, c'est une urgence thérapeutique, et l'enquête étiologique, elle peut être retardée jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Le plus urgent, c'est de traiter l'enfant. Il ne faut pas attendre ces examens à visée étiologique pour commencer le traitement. Donc tout d'abord, c'est l'échographie thyroïdienne. Donc elle est subjective, elle est peu sensible pour de petites quantités de tissu ectopique, et elle nécessite des radiologues pédiatriques qui sont expérimentés afin de pouvoir différencier entre le tissu normal de la thyroïde et les structures hyperéchogéniques des loges thyroïdiennes vides. Et vous voyez sur des une coupe transversale d'échographie thyroïdienne, une thyroïde normale du nouveau-né avec voilà, donc l'isthme et les 2 lobes, et vous voyez là une loge donc thyroïdienne qui est parfaitement donc vide. La scintigraphie thyroïdienne, donc elle peut se faire soit avec l'iode 123, qui malheureusement n'existe pas donc dans notre pays. Elle donne une information fonctionnelle plus précise, mais il y a un problème de disponibilité. On fait plutôt une scintigraphie au pertechnétate, c'est le technicium, donc plus facilement disponible et qui donne un bon détail anatomique en 15 à 30 minutes. La détection d'une ectopie thyroïdienne permet en fait d'établir la nature permanente de la maladie. Et bien sûr, sans oublier que la scintigraphie thyroïdienne ou la réalisation de la scintigraphie thyroïdienne ne doit en jamais retarder le début du traitement. Et vous voyez là sur une scintigraphie, donc vous voyez avec l'iode 123, avec l'image donc qui décrit très bien la présence de la thyroïde, et par la scintigraphie au technicien, vous voyez la présence aussi de la glande thyroïde. Et vous voyez là les différentes donc, données d'une scintigraphie en cas d'hypothyroïdie congénitale. On peut avoir donc sur cette image, vous voyez une thyroïde parfaitement normale. Là, c'est une thyroïde qui est ectopique, elle est plutôt sublinguale. Ça, c'est l'absence de glande thyroïde, donc une athyréose. Et vous voyez là, donc il y a une hypoplasie donc thyroïdienne. Donc ça, c'est une dysgénésie donc thyroïdienne. Il peut s'agir d'une glande en place, et à ce moment-là, il faut penser aux anomalies donc de l'hormonogenèse. Alors, on passe maintenant aux étiologies des hypothyroïdies congénitales. Alors, pour les hypothyroïdies congénitales permanentes, donc elle peut être primaire,
Donc, c'est soit la dysgénésie, dans 85% des cas, une ectopie, une agénésie, une hypoplasie, une hémiagénésie. Les troubles de l'hormonosynthèse donc, sont retrouvés dans près de 15% des cas avec une glande en place. C'est des maladies généralement qui sont héréditaires, de transmission autosomique récessive, et ça peut toucher n'importe quelle étape de l'hormonosynthèse, soit des mutations de la thyroglobuline, du transporteur iode sodium, de la thyroperoxydase, des anomalies du transport intracellulaire. Donc c'est des anomalies qui sont différentes, et plus rarement il peut s'agir d'une résistance à la thyréostimuline, donc une résistance à la TSH avec des mutations du récepteur de la TSH ou associées généralement ou bien dans le cadre d'une pseudo-hypoparathyroïdie. Les dysgénésies auraient des formes familiales dans 2% des cas, et dans 9% des cas, on peut avoir des malformations congénitales associées. Donc la thyréose, c'est la forme la plus grave. Elle représente le tiers des dysgénésies. Elle donne le tableau du myxodème congénital classique. C'est des enfants qui vont être à risque de séquelles neuropsychiques importants. Et à la scintigraphie, il n'y a aucune fixation ni à l'emplacement cervical ni ailleurs. L'ectopie, c'est la forme la plus fréquente. Il s'agit d'un trouble de la migration de la glande thyroïde à des degrés variables, de l'absence totale de la thyroïde à l'ectopie sublinguale, et elle peut, selon bien sûr le mécanisme et selon le siège donc, de la glande, on peut avoir des formes néonatales ou des formes tardives. Alors, pour les hypothyroïdies congénitales permanentes d'origine centrale, donc elles peuvent entrer dans le cadre d'un hypopituitarisme, soit par syndrome d'interruption de la tige hypophysaire, ou bien des mutations inactivatrices du récepteur de la thyroid releasing hormone, c'est la TRH, de facteurs de transcription. Et plus rarement, les hypothyroïdies congénitales permanentes peuvent être d'origine périphérique, c'est soit la résistance aux hormones thyroïdiennes avec la mutation du récepteur, ou bien des anomalies du transport des hormones thyroïdiennes avec la mutation donc MCT8. Pour ce qui est des hypothyroïdies congénitales transitoires, il peut s'agir d'une carence en iode sévère ou surcharge iodée aiguë, un traitement maternel par des antithyroïdiens, le passage transplacentaire d'anticorps contre le récepteur de la TSH chez une mère qui a une maladie de base d'eau, ou bien des mutations hétérozygotes inactivatrices de THOX2. On arrive au traitement des hypothyroïdies congénitales. Il faut savoir qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. Les objectifs de ce traitement, c'est rétablir dans les meilleurs délais les fonctions métaboliques, rattraper le retard du développement physique accumulé avant le diagnostic, restaurer la courbe de croissance, restaurer le niveau de maturité biologique et plus particulièrement au niveau du cerveau. Donc, le médicament utilisé, c'est la lévothyroxine, c'est la LT4, c'est le traitement de choix. Sous forme de comprimé, c'est la lévothyrox, ou bien sous forme de goutte, c'est une suspension qui est disponible en France. La goutte, c'est 5 microgrammes et c'est une suspension qu'il va falloir garder à plus 4 degrés. Alors, pour les doses de lévothyroxine, donc le traitement, tout d'abord, c'est un traitement qui est journalier, régulier, au même moment de la journée, avec, bien sûr, c'est un traitement qui est à vie. Le début du traitement doit se faire dans les deux premières semaines de vie à une dose initiale élevée de l'ordre de 10 à 15 microgrammes par kilo par jour. C'est à peu près 50 microgrammes chez un enfant à terme de poids normal pour les comprimés. Et vous avez, en fonction de l'âge, donc comment diminuer par la suite donc, les doses. Donc entre l'âge de 0 à 3 mois, c'est 10 à 15 microgrammes par kilo par jour. Et on va contrôler donc à 15 jours puis à 1 mois le bilan thyroïdien. Entre l'âge de 3 à 6 mois, c'est 8 à 10 microgrammes kilo jour. Et on va faire un contrôle mensuel, puis plus espacé. Et par la suite, entre l'âge de 6 à 12 mois, c'est 6 à 8 microgrammes kilo jour. Et entre l'âge de 1 à 3 ans, c'est 4 à 6 microgrammes par kilo et par jour.
il faut savoir que il faut viser en règle une normalisation de la T4 libre en 2 semaines et celle de la TSH en 4 semaines ou plus. Donc, pour les éléments de surveillance du traitement, c'est une surveillance tout d'abord clinique de la courbe de taille et du poids, du périmètre crânien et du développement psychomoteur. Donc, à chaque fois, il faut préciser les acquisitions psychomotrices. Donc, les dosages de FT4 et TSH, donc vont se faire chaque 15 jours jusqu'à la normalisation de la TSH, puis tous les 1 à 3 mois jusqu'à l'âge de 1 an. Entre l'âge de 1 et 3 ans, c'est tous les 3 mois. Au-delà de l'âge de 3 ans, c'est tous les 3 à 12 mois. Et tout changement de dose induit un contrôle après 6 semaines. Et enfin, donc il faut une surveillance radiologique de la maturation osseuse généralement, donc qui va se faire donc de façon semestrielle ou annuelle. L'évolution sous traitement, il faut s'attendre donc à ce que la taille et le poids moyen soient similaires à ceux des enfants normaux si le traitement il est correctement bien sûr mené. Généralement, le périmètre crânien va être une déviation standard au-dessus de la moyenne. Le développement psychomoteur généralement satisfaisant, bien sûr, si le traitement il est débuté dans les 2 premières semaines de vie avec des doses élevées, donc les doses recommandées de l'ordre de 10 à 15 microgrammes par kilo par jour. Et si on a un retard de l'âge osseux au diagnostic, il faut savoir qu'il faut 3 ans pour effectuer un rattrapage donc, de l'âge osseux. Et je passe au dépistage néonatal systématique. Donc malheureusement, ça n'existe pas dans notre pays. C'est un dépistage qui est réalisé en France depuis 1974 grâce à un prélèvement sanguin qui est effectué à 3 jours de vie chez tous les nouveau-nés sur un papier Guthrie. Et la stratégie, c'est un dosage de la TSH sur un papier donc buvard. Et vous voyez là donc les doses ou les normes donc selon bien sûr le dosage de la TSH. Et généralement quand le taux il est inférieur à 20 milliunités par millilitre, donc c'est un nouveau-né qui est normal. Entre 20 et 39, il faut demander un deuxième buvard. Et à chaque fois que le taux il est supérieur à 40, il faut convoquer en urgence donc bien sûr le nouveau-né et ses parents, et il va falloir redemander bien sûr un bilan donc thyroïdien, un dosage donc de la FT4 et de la TSH. On passe maintenant à l'hypothyroïdie acquise de l'enfant. Donc le tableau clinique, généralement, c'est un retard de croissance, une prise de poids, un myxodème de la face, une sécheresse cutanée, une fatigue, une constipation, une hypothermie, une lenteur avec des difficultés scolaires, une fatigabilité, des troubles de l'attention. Et souvent, c'est un tableau qui est très atténué, un retard statural, un retard pubertaire, une puberté précoce, une pseudo-hypertrophie musculaire. Et dans 2 tiers des cas, des thyroïdites d'Hashimoto, on peut avoir donc un goitre. Donc sur le plan paraclinique, on va demander le dosage de la T4 libre de la TSH, un bilan lipédique pour voir le retentissement bien sûr du déficit en hormones thyroïdiennes et les auto-anticorps, surtout les anti-thyroperoxydase et les anti-thyroglobulines dans le cadre d'une thyroïdite d'Hashimoto, l'échographie thyroïdienne bien sûr qui va explorer donc la taille donc de la thyroïde, des 2 lobes de la thyroïde, rechercher des nodules et bien sûr l'échogénicité. Selon l'orientation, on va demander un bilan hypophysaire si on suspecte bien sûr un hypopituitarisme, si on suspecte une surcharge ou une carence iodée, une iodémie ou une iodurie, les anticorps du diabète, de la maladie cœliaque s'il s'agit d'une thyroïdite d'Hashimoto et bien sûr si c'est une fille, si on a un retard de croissance, il faut toujours bien sûr penser à un syndrome de Turner et demander un karyotype. La scintigraphie elle est peu utile dans ce contexte donc de bien sûr d'hypothyroïdie acquise de l'enfant.
Et vous avez donc là un résumé des différentes étiologies des hypothyroïdies acquises. Il peut s'agir d'hypothyroïdies primaires, elles sont les plus fréquentes, et la plus fréquente parmi elles, ce sont les thyroïdites auto-immunes, la maladie d'Hashimoto. Il peut s'agir aussi de troubles d'hormonosynthèse, mais bien sûr, ou d'ectopie ou de mutation du récepteur de la TSH, mais à révélation tardive, d'un déficit en iode. Il peut s'agir d'une hypothyroïdie primaire post-chirurgicale, post-irradiation pour une maladie d'Hodgkin, post-médicamenteuse, d'une hypothyroïdie primaire, donc transitoire dans le cadre de la thyroïdite subaiguë, ou bien d'une hypothyroïdie primaire, donc subclinique ou fruste. Pour les hypothyroïdies centrales, il peut s'agir de déficits hypophysaires, de tumeurs donc hypothalamo-hypophysaires telles qu'un craniopharyngium, d'une séquelle de chirurgie ou d'irradiation, d'une pathologie infiltrative telle qu'une histiocytose X ou une sarcoïdose, et bien sûr, il faut toujours chercher l'atteinte des autres axes. Et beaucoup plus rarement, il peut s'agir d'hypothyroïdie périphérique par résistance aux hormones thyroïdiennes, TR-bêta, ou c'est une maladie qui est rare, bien sûr, avec bien sûr une T4 qui est augmentée, une T3 augmentée, avec une TSH donc augmentée, avec parfois une hypo ou une hyperthyroïdie. Le traitement, donc c'est toujours la lévothyroxine avec des doses qui sont plus faibles que bien sûr dans l'hypothyroïdie congénitale. Donc de l'ordre de 4 à 6 microgrammes kilo par jour entre l'âge de 1 à 3 ans, 3 à 4 microgrammes par kilo et par jour entre l'âge de 3 et 10 ans, 2 à 4 microgrammes par kilo et par jour entre l'âge de 10 à 15 ans et de 2 à 3 microgrammes par kilo par jour au-delà de l'âge de 15 ans. Et bien sûr, on va exiger une TSH dans la normale pour une hypothyroïdie primaire acquise et T4 libre, T3 libre dans la normale pour une hypothyroïdie centrale acquise, donc généralement dans la moitié supérieure. En conclusion, l'hypothyroïdie est une affection grave, en particulier de l'hypothyroïdie congénitale. Elle a un aspect clinique variable et peu évocateur à la naissance, d'où l'intérêt du dépistage néonatal qui va permettre un traitement précoce associé à une surveillance rigoureuse. Et le dépistage, en fait, il transforme le pronostic de cette affection, tout en espérant que dans notre pays, donc, il va y avoir donc bien sûr instauration de ce dépistage. Comme évaluation, donc la première question, le diagnostic d'hypothyroïdie congénitale est retenu chez un enfant présentant un retard statural, une dysmorphie faciale, un retard psychomoteur, une diarrhée, des convulsions. Les bonnes réponses sont un retard statural, une dysmorphie faciale, un retard psychomoteur. Question numéro 2. La confirmation du diagnostic d'hypothyroïdie congénitale se fait sur un taux de TSH normal, un taux de TSH supérieur à 50 micro-unités par millilitre, un taux de T4 qui est très bas, une glycémie inférieure à 3 mmol par litre ou une hyperprotidémie. Les bonnes réponses sont un taux de TSH supérieur à 50 micro-unités par millilitre et un taux de T4 qui est très bas. Et je vous remercie de votre attention. La durée du traitement par les hormones thyroïdiennes dans l'hypothyroïdie congénitale est de 3 mois, 6 mois, 12 mois, à vie ou 5 ans. La bonne réponse, c'est que c'est un traitement à vie. Merci de votre attention.